Ligne droite, la table ronde, Liselotte Dutreuil. Maud vous l'a annoncé il y a quelques secondes, je reçois aujourd'hui Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade, auteur notamment de la Société de propagande manuelle de résistance au goulag mental aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors bonjour Jean-Yves Le Gallou et merci d'être parmi nous. Si j'ai voulu vous recevoir ce matin, c'est pour parler donc de ce dernier papier que vous publiez sur le site de Polémia et qui a été repris par certains médias de droite. Un papier qui pose des mots sur une notion qui était jusqu'à présent peut-être un peu floue. Jean-Yves Le Gallou, vous avez défini et analysé l'extrême centre. Alors est-ce que vous pourriez commencer par nous partager donc cette définition ? Peut-être si c'est pertinent en délimitant l'extrême centre dans l'hémicycle. Oui, alors, le centre, on a tendance à penser que c'est quelque chose de gentil, que c'est bisounours, que ça prendrait le meilleur de la droite, le meilleur de la gauche, un peu de liberté, un peu de sécurité, un peu de développement économique, un peu de justice, etc. Ça n'est absolument pas ça. Le centre, c'est d'abord une idéologie, un certain nombre de convictions qu'on peut partager ou non, et qui aujourd'hui s'exprime de manière de plus en plus violente et de plus en plus extrême. C'est pour ça que je parle d'extrême centre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'idéologie de l'extrême centre ? On trouve un certain nombre de thématiques, de la doxa dominante, on trouve le libre-échange économique de plus en plus complet, on trouve l'immigrationnisme, l'idée que, ma foi, l'immigration c'est une bonne chose et qu'il faut continuer, on trouve un peu aussi d'idéologie diversitaire, tout ce qui vient des minorités, c'est très bien, qu'il s'agisse de minorités religieuses, de minorités ethniques, de minorités sexuelles. On trouve sur le plan international la soumission aux organisations internationales, ça peut être l'Union européenne, ça peut être l'Organisation mondiale de la santé, ça peut être l'OTAN. On trouve aussi l'hygiénisme. Dès qu'il y a une épidémie, alors là, on en fait vraiment beaucoup, y compris en matière de liberté. On pense à l'affaire du Covid. Donc voilà, l'extrême centre, c'est quelque chose, c'est une idéologie d'abord. Le centre, c'est une idéologie. Voilà. Alors pourquoi je parle d'extrême centre ? Bien, parce que c'est une idéologie qui a tendance à devenir de plus en plus extrémiste dans ses applications. Alors justement, vous analysez quelque chose d'assez frappant, le vocabulaire de cet extrême centre qui reprend souvent par exemple le terme de guerre. Alors c'était un système politique qui se veut rassurant et qui pourtant parle en permanence de guerre. C'est assez paradoxal. La politique, c'est un moyen, la peur, c'est un moyen de contrôler les populations. Voilà. Et donc, vous savez, dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est une très belle tapisserie qu'on peut aller voir, aller admirer au château d'Angers, il y a... qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la guerre, il y a la peste, et il y a les catastrophes naturelles. Eh bien, vous regardez le discours de l'extrême centre aujourd'hui, c'est un discours apocalyptique qui parle de guerre, qui alimente la guerre otano-russe ou russo-otano-ukrainienne. C'est un discours qui fait la peur à travers les épidémies. On l'a vu lors de l'affaire du Covid. Maintenant, on nous parle de la variole du singe qui ne peut toucher qu'un petit nombre de personnes, mais qui permet d'affoler tout le monde. Donc, vous voyez, et puis il y a le climat. Il y a le climat. J'ai oublié, alors là, c'est la grande peur climatique. Donc, vous voyez, la peur est un instrument. Alors, on fait la guerre aux méchants russes par envoi d'armes interposées. On fait la guerre au réchauffement climatique. On fait la guerre au virus. On a ce discours-là guerrier qui est utilisé par Macron, notamment au début de l'affaire Covid. Il avait dit « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Voilà. Alors, vous avez dit que c'était dans l'objectif de contrôler les populations. Pourquoi cet objectif ? Contrôler les populations pour leur imposer un certain nombre de choses dont elles ne veulent pas.
le libre-échange tel qu'il se développe sans aucune limite aboutit à la désindustrialisation et a abouti au fait que des zones qui étaient vivantes, des zones du territoire qui étaient vivantes, sont devenues aujourd'hui des déserts économiques. L'immigration massive que nous subissons aujourd'hui, on est au niveau de 500 000 entrées par an désormais en France. Vous me direz, on est à 800 000 en Angleterre, mais l'extrême centre s'applique aussi à d'autres pays que la France, bien sûr. Conduit à répartir tous ces gens qui arrivent et qui ne sont pas toujours désirés sur l'ensemble du territoire et à l'imposer aux gens. Voilà. De même que la lutte contre le réchauffement climatique supposé d'origine anthropique débouche sur la politique dite de transition énergétique, qui est une politique de limitation des libertés. Prenons un exemple. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, il va être classé selon son niveau énergétique entre A, B, C, D, E, F, et la majorité va être mal classée. Il ne sera plus louable, voire plus vendable. C'est donc une atteinte aux libertés, à la liberté de propriété. De même, les atteintes à la liberté de circuler. Donc, il s'agit d'imposer aux gens des contraintes, des choses dont ils ne veulent pas, des choses auxquelles ils sont hostiles. On prend l'exemple de l'immigration. La majorité des Français, depuis très longtemps, trouvent qu'il y a trop d'immigration, mais il y en a toujours plus. Et donc, comment le faire ? Eh bien, en l'imposant, par la technique de la peur, de l'intimidation, mais aussi par la propagande et par la censure. Alors, quel est l'intérêt donc pour l'extrême centre de pousser justement ces thématiques quel est l'intérêt, par exemple, dans l'accentuation de la crise migratoire pour l'extrême centre ? Alors, c'est assez mystérieux. Honnêtement, pourquoi ne pas prendre en compte le fait que ça devient ingérable et réguler, arrêter, limiter? Pourquoi en faire toujours plus ? C'est assez mystérieux, mais c'est une logique idéologique. C'est pas du tout le cercle de raison, l'extrême centre. C'est le cercle de déraison. Et la logique idéologique, c'est de dire ça ne marche pas, c'est qu'on n'en fait pas assez. Ça ne marche pas, l'immigration, on n'aboutit pas à l'intégration, à l'assimilation. Il faut faire davantage, il faut ajouter des crédits supplémentaires, il faut faire des efforts supplémentaires. C'est une logique idéologique. C'était la même logique avec le communisme, où on vous expliquait qu'en Union soviétique, si ça ne marchait pas, c'est parce que ce n'était pas vraiment le communisme ou qu'on n'en avait pas fait assez. Ouais. Et donc, l'extrême centre, elle veut toujours en faire plus en matière de transition énergétique, en matière d'hygiénisme, en matière de libre-échange. Les accords de libre-échange, on pourrait dire aussi, on en a passé beaucoup, maintenant on les digère. Non, on continue d'en faire plus. Vous avez vu, lors des élections européennes, il y a eu un discours globalement hostile de pratiquement toutes les formations politiques, sauf précisément l'extrême centre. Mais ceux qui ont réalisé 70% des suffrages étaient contre de nouveaux accords de libre-échange. Eh bien, il y a de nouveaux accords de libre-échange qui sont en train d'être finalisés à l'échelle de l'Union européenne. Donc, on va contre le peuple. Et ce n'est pas le cercle de raison, c'est le cercle de déraison. Ça, c'est une autre notion que vous abordez qui effectivement a l'air d'avoir son importance dans votre article. Quand vous nous parlez, on a l'impression que finalement, nos dirigeants sont, ceux qui sont issus du moins de l'extrême centre, sont atteints d'une forme presque de folie. D'hubris, toujours plus. Et ils sont persuadés d'avoir raison. Ouais. Ils prétendent à la sagesse, alors que... ils mettent en place des politiques folles, y compris quand on va financer par l'argent public dans les hôpitaux les transitions de sexe, des opérations irréversibles, y compris quand on veut prétendre enseigner l'idéologie du genre à des enfants en maternelle ou à l'école primaire. Toujours plus. Le mot totalitaire aussi revient régulièrement. Est-ce que vous pensez que nous nous dirigeons vers cet état totalitaire, ou bien est-ce qu'il faut avoir le courage de nommer les choses et estimer objectivement que nous sommes déjà un peu dedans ? Oui, je crois qu'on est un peu dans un système
totalitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une propagande massive. La tenaille totalitaire, c'est quoi? La tenaille totalitaire, c'est la propagande d'un côté, la censure de l'autre. Et je vais vous dire, d'ailleurs, on pourrait résumer la tenaille totalitaire par un couple médiatique. Il y a Madame Caroline Roux, qui a arbitré tous les débats, qui est journaliste, sur France 2, sur France 5, qui a arbitré pratiquement tous les débats des élections européennes, qui est du côté de la mamelle propagande. Alors, elle balance la propagande de l'extrême centre. Et puis il y a son mari, M. Soli, qui est le patron de Meta, de Facebook France et de Facebook Europe, et lui qui censure. Vous savez qu'il a censuré un certain nombre de comptes dissidents parce qu'il déplaisait notamment le compte de Némésis, par exemple, ou le compte de Frontières, voilà. Et donc, il y a la propagande d'un côté, la censure de l'autre. Pourquoi? Parce que la propagande ne peut s'imposer que s'il est impossible de la contester. Et donc, la tenaille totalitaire, c'est la propagande et la censure. Autre chose absolument extraordinaire auquel on a assisté, il y a quelques années, tout le monde s'inquiétait à l'idée que les Russes et M. Poutine pourraient arrêter et détenir M. Durov, le patron de Telegram, la messagerie qui concerne 900 millions de personnes dans le monde. Eh bien, M. Durov n'a jamais été arrêté en Russie. M. Durov est venu en France et M. Durov a été arrêté en France où il a passé 96 heures en détention. Alors que jusqu'à une époque récente, la garde à vue était limitée à 24 heures reconductibles, 24 heures supplémentaires, c'est-à-dire 48 heures, ce qui est déjà assez long, et qu'elle est passée maintenant à 96 heures, dans des cas exceptionnels de terrorisme et d'opérations en bande organisée. Au début, on expliquait que ce type de procédure de garde à vue de 96 heures serait limitée. Eh bien, en fait, on l'utilise maintenant pour des raisons politiques. Parce que c'était une détention de facto politique qui vise à contrôler l'une des sources d'information libres dans le monde. Regardez aussi, ça aussi c'est l'extrême centre, M. Thierry Breton, le commissaire européen, qui veut censurer M. Elon Musk à la tête de Twitter, une messagerie qui permet aux informations de circuler, aux informations des gouvernements de circuler. M. Macron a aussi son compte Twitter, il communique au gouvernement, mais aussi à ceux qui sont critiques des gouvernements. Ça s'appelle ça. La liberté d'expression, c'est ça. C'est la pluralité des expressions. Eh bien, elle est menacée par l'extrême centre. Alors, à vous entendre, on a la sensation d'être face à un système qui est extrêmement pernicieux, qui met en place tout ceci de façon consciente. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir des politiciens qui s'associent à ce système, mais qui peuvent agir avec la conviction de rechercher le bien d'autrui et celui de la société? Si vous voulez, je pense qu'on peut parfaitement penser vouloir le bien d'autrui, et limiter ses libertés pour son bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions et finalement le camp du bien, puisque l'auto-proclamé camp du bien, c'est-à-dire l'extrême centre, est aussi le camp de la répression des libertés. Et si vous voulez, j'ai une assez longue période historique derrière moi, puisque j'ai commencé ma vie idéologique et politique il y a plus de 50 ans. Et ce qui est frappant, depuis 50 ans, c'est le recul des libertés. Et si vous voulez, il y a 50 ans, on estimait que l'Ouest, c'était le camp de la liberté, le monde libre. Et aujourd'hui, on voit que ce monde qui a été le monde libre est le monde de la répression des libertés, des libertés de circulation, comme on l'a vu lors de l'affaire du Covid, c'est quand même absolument extraordinaire. On ne pouvait plus sortir de chez soi
sans un un pass. pass. C'est absolument hallucinant, hallucinant. Ouais. Jamais on pouvait imaginer une chose pareille. Répression des libertés aussi, en matière de liberté d'expression, puisqu'au fond, il suffit de dire qu'un discours est un discours de haine, on ne sait pas très bien ce que c'est, pour pouvoir l'interdire. Regardez l'Angleterre, parce que j'ai parlé de la France, mais Ouais. L'Angleterre, le gouvernement britannique, anglais, lui aussi d'extrême centre, hein, a fait libérer 500 détenus de droit commun pour mettre en prison 500 opposants politiques qui voulaient dénoncer l'excès d'immigration. Là aussi, en Grande-Bretagne, il rentre 1 200 000 personnes par an, et le solde, ça c'est les entrées brutes, le solde c'est 800 000. Donc c'est une folie. Les Anglais ne veulent pas ça, et s'ils l'expriment, eh bien, on les persécute, on les poursuit, et on a mis en prison en Angleterre des gens qui non seulement avaient manifesté plus ou moins violemment, pas toujours violemment d'ailleurs, la majorité des manifestations n'ont pas du tout été violentes, mais y compris des gens ont été mis en prison pour des posts. Des posts sur Facebook ou sur Twitter. Il y a un gars qui revenait de l'étranger, quand il est arrivé à l'aéroport, paf, on lui a mis les cadènes parce qu'il avait fait un post qui était considéré comme un post de haine. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et donc, je pense qu'on peut vraiment parler d'extrémisme contre les libertés. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal, puisque en parallèle, on voit l'émergence de ce mantra, il est interdit d'interdire, et désormais, on a aussi la liberté, par exemple, de définir soi-même son orientation sexuelle, et la plus exubérante possible, si l'envie nous prend. Oui, alors si vous voulez, c'est là que c'est paradoxal, parce qu'effectivement, vous avez la possibilité de vous affirmer, moi je ne sais pas, une femme si vous êtes un homme si vous êtes une femme. Par contre, votre interlocuteur ne pourra pas dire « mais non, arrêtez de vous moquer du monde, vous êtes une femme ». Si je vous dis « vous êtes une femme » et que vous avez décidé dans votre tête, ce que Dieu vous garde, A priori, ça n'arrivera d'être un homme, vous pouvez me poursuivre. Ouais. Et donc, ma liberté d'expression, ma liberté d'appréciation est considérablement limitée par celle de votre propre affirmation. Et puis, c'est très limité. Si vous décidez, si vous dites, moi je suis raciste, par exemple, ou moi je suis homophobe, là, vous n'avez pas le droit de le faire, là, vous n'avez pas le droit de le dire. Vous n'avez pas le droit à tout. Par contre, si vous dites, je suis un homme, finalement, je me sens un homme, ça c'est possible. Ouais. Mais c'est très limité, finalement. Oui, l'extrême centre, c'est aussi vouloir mettre en place le règne des minorités, finalement. Alors, l'extrême centre, c'est effectivement le règne des minorités, minorités ethniques, minorités religieuses, minorités sexuelles. Et là aussi, ça va toujours plus loin. Je prends un exemple. Au début, on a eu des gay pride. Bon, très bien. Bon. Après, on a eu des gay pride subventionnés, avec l'argent des contribuables. Bon, des mairies, des conseils régionaux, des conseils départementaux. Et maintenant, on a eu, avec l'ouverture des Jeux Olympiques, la Gay Pride obligatoire, hein, imposée d'ailleurs au monde entier. Donc, vous voyez, toujours plus loin dans le fait d'imposer les dogmes de l'extrême centre. Est-ce que l'extrême centre s'inscrit réellement dans une opposition franche avec les autres partis? Parce qu'on note des aspects idéologiques très similaires, justement, entre son idéologie et celle de la gauche ou de l'extrême gauche, par exemple. Alors, il y a beaucoup de points communs entre l'extrême gauche et l'extrême centre. Il y a des points de désaccord. Je pense, par exemple, à la question du libre-échange, où il y a une certaine critique du libre-échange du côté des partis d'extrême gauche comme LFI ou les écologistes. Par contre, pour le reste, il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs dans la valorisation diversitaire, on peut dire. Il y a beaucoup de points communs dans l'idée que le réchauffement climatique est d'origine anthropique et qu'il faut le combattre par tous les moyens, y compris ceux qui restreignent les libertés. Il y a beaucoup de points communs, effectivement, entre l'extrême centre et l'extrême gauche. Il y a des différences,
dans le domaine économique, on va dire. Ouais. Et est-ce que donc ces différences avec la gauche dans le domaine économique, ça pourrait être des convergences avec la droite, justement? Oui, il peut y avoir effectivement euh, certaines convergences économiques avec ce que vous appelez la droite, oui, c'est vrai. Hmm. Mais c'est assez limité parce que Ouais. on voit par exemple sur la question du libre-échange, qui est un des aspects économiques, hein, où là, il n'y a pas de convergence Hmm. entre la droite et l'extrême centre, quoi. Est-ce que c'est pour ça que l'extrême centre, on a l'impression, a plutôt tendance justement à pouvoir s'allier, à faire des coalitions avec la gauche plutôt qu'avec la droite? Pourquoi cette préférence? Parce qu'il y a plus de proximité. Hmm. Il y a plus de proximité et c'est plus conforme. Et puis, il y a le poids considérable des médias de grand chemin. Les médias de grand chemin, ils se partagent entre l'extrême gauche et l'extrême centre. Hmm. Hein. Et vous avez typiquement sur le... en gros, les médias de grand chemin privés, type BFM TV, par exemple, sont plutôt d'extrême centre, et les médias publics, type France Inter par exemple, ou France Info, sont plutôt d'extrême gauche, ou sont partagés entre l'extrême centre et l'extrême gauche. Donc il y a un poids, le poids des médias tire l'extrême centre vers l'extrême gauche. Et il n'y a que les médias alternatifs et les médias de transition, type CNews par exemple, ou C8 qui va disparaître, qui tirent un petit peu dans l'autre sens. Là où l'extrême centre est particulièrement fort, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont réussi à s'imposer comme étant une sorte de norme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de partis qui essaient justement de se dédiaboliser, de se normaliser pour ressembler ou au moins être tolérés par cet extrême centre. Est-ce que vous pensez que dans ces cas-là, ces partis-là ne sont pas simplement des pantins de l'extrême centre? Il y a une tendance à la soumission. C'est le double effet de la propagande d'un côté, puisque les électeurs de ces formations sont matraqués par la propagande. Alors il y a des sujets sur lesquels ils peuvent avoir une opinion. Vous dites à des gens qui vivent au milieu de l'immigration que c'est formidable, ils ne le savent pas, ils ne sont pas convaincus. Vous leur dites il y a réchauffement climatique, anthropique, c'est terrible, ils n'ont pas tellement moyen d'apprécier. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que dans les oppositions partisane, il y a finalement une soumission pour partie aux visions de l'extrême centre en matière climatique, en matière sociétale, etc. C'est vrai en France, c'est pas vrai par exemple en Allemagne, puisque on en a parlé, vous en avez parlé. Il y a eu dans l'Allemagne centrale, l'ancienne Allemagne de l'Est, en Thuringe, en Saxe, à Weimar, à Dresde, il y a eu une poussée très forte du parti populiste AfD, qui est à la fois contre l'immigration, contre le dogme de l'origine anthropique du réchauffement climatique, qui est plutôt sur une volonté de rechercher la paix à l'Est entre l'Ukraine et la Russie. Donc un parti qui est en décalage complet, et pas seulement sur l'immigration, et qui résiste assez bien à la diabolisation. Mais si vous vous dites il faut surtout éviter d'être diabolisé, il faut être gentil, vous allez progressivement vous aligner sur l'extrême centre, alors que l'extrême centre n'est pas gentil, l'extrême centre est méchant. Merci de résumer aussi simplement. Alors, l'autre caractéristique de ce système où l'extrême centre est roi, c'est leur amitié avec les juges. Et vous en parlez aussi depuis longtemps, pour le coup, Jean-Yves Le Gallou, ce fameux gouvernement des juges qui aujourd'hui apporte son soutien à cet extrême centre. Oui, alors l'extrême centre s'appuie, et c'est sa force, sur ce qu'on pourrait appeler une coalition médiatico-judiciaire, et où les juges, s'appuyant sur les médias, sont les instruments de l'extrême centre. Très souvent, on va dire « Ah oui, mais c'est l'état de droit. Ouais. » Alors que ce sont des décisions incroyablement extrémistes. Je vais vous en citer une. La Cour nationale du droit d'asile, qui juge, après l'OFPRA,
si on accorde ou non le droit d'asile et selon quels critères, a décidé récemment qu'il y avait une communauté des femmes afghanes qui avaient droit à l'asile. Ce qui veut dire, tenez-vous bien, que toutes les femmes afghanes ont le droit, si elles arrivent en France, à obtenir l'asile. Il y a 20 millions de femmes en Afghanistan qui, si elles obtenaient l'asile en France, pourraient faire venir par le regroupement familial le reste de l'Afghanistan. Quand il y aura 40 millions d'Afghans en France, je me demande quelle sera la situation de la France et quelle sera la situation des femmes. Ça, c'est une décision judiciaire. Alors, vous dites, c'est l'état de droit. Voilà. L'état de droit, c'est l'état de dictature, en fait. L'état de dictature idéologique, on dit, non, on ne peut pas. Ça, c'est pas le peuple qui peut décider, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est l'arbitraire des juges. Et puis, il y a aussi le complexe. Il y a le complexe médiatico-judiciaire et il y a le complexe médiatico-associatif. Qu'est-ce que c'est que le complexe médiatico-associatif ? Ce sont des associations, là aussi politiquement correctes, qui portent l'idéologie de l'extrême centre, qui sont subventionnées par l'État, par les conseils régionaux, par les conseils départementaux, par les mairies, donc qui sont prospères, qui, avec cette prospérité, recrutent des experts qui sont invités dans les médias de grand chemin pour donner la bonne parole, et on retrouve le cycle de la propagande. C'est très clair. Depuis quand, et j'aurais peut-être dû commencer par là, depuis quand est-ce que cet extrême centre existe ? Alors, l'extrême centre, il est magnifiquement incarné par Emmanuel Macron. Il existait avant, il se constituait progressivement avant par une soumission croissante, on va dire, des partis dits de gouvernement en France, c'est-à-dire ce qui est devenu LR ou ce qu'était le PS, mais il s'exprime magnifiquement en France avec Macron. L'extrême centre, c'est aussi l'appareil de l'Union européenne, qui est une grande concentration idéologique sur les thématiques de l'extrême centre, à la fois la Commission européenne et aussi assez largement le Parlement européen. Et puis on le retrouve aussi dans le reste de l'Europe. Prenons l'exemple de l'Allemagne. La CDU, le Parti chrétien-démocrate, a longtemps été un parti, on va dire, conservateur, qui s'est rallié progressivement à l'extrême centre, à la fois sur l'immigration, quand Mme Merkel a accueilli 1 500 000 immigrants en disant « nous le ferons » en 2015, et qui s'est aussi rallié à toutes les thématiques sociétales, le mariage pour tous, la GPA pour tous, la PMA pour tous, et j'en passe, quoi. Voilà. Donc, on voit ça, c'est un phénomène européen, voire mondial, voire mondial, occidental plus exactement, on le voit aux États-Unis, et il y a un peu de résistance dans les anciens pays d'Europe de l'Est. Il y a de la résistance en Pologne, il y a de la résistance à l'est de l'Allemagne, on vient d'en parler, et c'est un résultat qui est tombé dimanche dernier. Je donnerai une dernière anecdote sur l'Allemagne pour montrer les méthodes de l'extrême centre. C'est aussi la Hongrie, qui est un pôle de résistance tout à fait important, qui est le seul pays, on va dire, pluraliste d'Europe, puisque en Hongrie, vous pouvez très bien développer des idées d'extrême centre, il y a des idées d'extrême centre, mais il y a aussi la possibilité pour des opinions conservatrices de s'exprimer et de se développer. Dernier élément sur l'extrême centre, vous savez qu'en Allemagne, en Thuringe, il y a dans leur système électoral, il y a des minorités de blocage. La minorité de blocage, c'est le tiers des élus plus une voix. Et au soir des résultats électoraux en Thuringe, l'AfD, donc le parti national dissident, avait un tiers des voix plus une, donc il avait la minorité de blocage. Et quelques heures après, on a appris qu'il y avait eu une erreur informatique, voilà, et qu'en fait,
Ils n'avaient pas leur minorité de blocage, il leur manquait une voix, Mm. mais c'est une erreur informatique, bien entendu. Quel dommage. Oui, Alors, c'est triste, c'est ballot. Il nous reste un peu moins d'une minute, Jean-Yves Le Gallou. Dernière question, on a l'impression d'être face à une machine énorme quand vous nous parlez de l'extrême centre. Est-ce que vous pensez qu'on pourra en sortir ? Oui, les libertés, vous savez, c'est une formule du 19e siècle, du libéral Royer-Collard. Les libertés ne sont pas autre chose que des résistances. Et il faut exprimer nos résistances à l'extrême centre et affirmer nos libertés dans tous les domaines, reprendre la liberté d'expression, reprendre la liberté sur nos vies, reprendre la liberté sur nos propriétés. Le combat pour la liberté est redevenu un grand combat. Ça a été un combat qui a été mené il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans contre le communisme. Aujourd'hui, le communisme, il est chez nous sous la forme de l'extrême centrisme. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou, et puis je conclurai en disant que sur Radio Courtoisie et Ligne Droite, donc nous emparons de cette lutte pour notre liberté d'expression et on va essayer de la mener à bien. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la radio dans ce combat d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Et puis merci pour tout votre travail.